Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Le SINAPEA est désormais porté sur les fonds baptismaux. Il s'agit du syndicat national des promoteurs et exploitants d'ananas du Bénin. Affilié à la COSI Bénin, le nouveau-né des syndicats se donne pour mission de défendre les intérêts de ses militants. Les détails dans un instant. La communauté chrétienne célèbre aujourd'hui le mercredi des cendres. C'est le début de 40 jours de jeûne pour les chrétiens catholiques. Dans ce journal, nous ferons un tour à la cathédrale Saint-Sauveur et à la paroisse Sainte-Bernadette de Natitingou, où les fidèles sont allés assister à la messe du mercredi des cendres qui leur permet d'entrer dans ce temps de prière, de jeûne et de l'aumône. Du côté du ministère de l'Énergie, c'est le lancement officiel du budget gestion de l'année 2022. C'est la première réunion de la nouvelle année au cours de laquelle les cadres du secteur font le point du plan de travail de l'année écoulée. Ce 1er mars, ils parlent des performances, des difficultés mais aussi des échecs rencontrés. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Un nouveau-né dans le monde syndical au Bénin, à la faveur d'un congrès constitutif tenu à la Bourse du Travail, le syndicat national des promoteurs et exploitants d'ananas du Bénin a été porté sur les fonds baptismaux. Son objectif est de défendre les intérêts de ses militants. Le SINAPEA est affilié à la Confédération des organisations syndicales indépendantes COSI Bénin, représentée à la cérémonie d'ouverture des travaux. Reportage. Les acteurs de la filière ananas désormais unis dans un même creuset pour mieux défendre leurs divers intérêts. Ce mercredi, à la Bourse du Travail à Cotonou, le syndicat national des promoteurs et exploitants d'ananas du Bénin est porté sur les fonds baptismaux. Aussitôt né, le SINAPEA s'engage à faire face aux nombreux problèmes auxquels est confronté le secteur agricole. Des problèmes qui ont pour nom, entre autres, la cherté et la non-disponibilité des intrants agricoles appropriés. L'inexistence des machines agricoles, ce qui entraîne la cherté, la rareté et la non-qualification de la main-d'œuvre. Ainsi, nous faisons face à la baisse de rendement et à la hausse du coût de production. Ce qui fait que de nombreux foyers grincent les dents à la fin de leur échéance d'exploitation à cause de l'inadéquation entre leurs conditions de travail et les conditions dans lesquelles leurs produits sont vendus. Acteur incontournable de la chaîne de production et de commercialisation de l'ananas au Bénin, les militants du SINAPEA veulent œuvrer pour leur épanouissement et le développement de leur filière. Et dans ce combat, le syndicat peut compter sur le soutien de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin à laquelle il est affilié. La COSI Bénin salue la démarche et la détermination des membres du nouveau syndicat. C'est un grand jour pour vous parce que vous avez décidé aujourd'hui, à travers différents groupements, différentes associations, de vous mettre ensemble pour créer le syndicat qui va défendre votre cause parce qu'il y a des problèmes. S'il y a des problèmes, les associations, les groupements n'arrivent pas à bien gérer. S'il y a le syndicat prend le devant pour défendre les causes qui sont les vôtres. Après la cérémonie d'ouverture du congrès, place aux travaux proprement dits. Au terme de plusieurs heures de tractation, dans un jeu démocratique totalement ouvert, c'est Daniel Kendonou, président du comité préparatoire du congrès, qui a été élu secrétaire général du SINAPEA pour un mandat de 5 ans. Il sera appuyé dans l'exercice de ses fonctions par une équipe composée d'hommes et de femmes. Avec la naissance de ce syndicat, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la filière ananas au Bénin.
Le gouvernement du Bénin se dit préoccupé par la situation qui prévaut actuellement en Ukraine avec l'invasion de l'armée russe. La partie béninoise prône la paix et souhaite un retour à la normale. Le porte-parole du gouvernement a également fait savoir le sentiment de l'État béninois en ce qui concerne le sort des Béninois qui vivent dans cette partie du monde. Le gouvernement est attentif à la situation, précise ici Wilfrid Léandre Rungbeji. Suivant. La situation en Ukraine, ou pour être plus juste, la situation entre l'Ukraine et la Russie ne laisse personne indifférent. De par le monde, chacun peut observer les réactions, les prises de position ici et là. Le Bénin fait partie du monde et le Bénin n'est pas moins concerné par ce qu'il se passe de l'autre côté. Il va sans dire que pour le Bénin, les partis ont intérêt à se parler, à dialoguer. Le Bénin prône la paix. Le Bénin prône le retour à une situation normale, afin que ces tensions soient derrière nous. Cela ne devrait pas étonner quand on sait que le 21 janvier dernier, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux au corps diplomatique, le président Patrice Talon avait eu 2 phrases qui, de mon point de vue, devraient faire date. Il disait, dans son message en réponse à celui de la doyenne du corps diplomatique, à peu près ceci. Nous sommes au XXIe siècle et les différends entre les États doivent davantage se résoudre par le dialogue plutôt que par la force. Cela, les générations actuelles doivent s'en convaincre. Et il ajoutait, les nostalgiques de l'époque où les tensions agitaient le monde et où les États pointaient leur puissance de feu les uns contre les autres, n'ont probablement pas tiré tous les enseignements des drames que l'humanité a vécus inutilement au cours du siècle passé. Je crois que ces 2 phrases assez fortes qui traduisent la position personnelle du chef de l'État, mais aussi la position de son gouvernement. Et à partir de là, on peut donc comprendre la logique qu'il y a aujourd'hui à ce que, préoccupé par la situation qui prévaut dans cette partie du monde, le gouvernement béninois en appelle à un retour rapide à l'ordre normal des choses, afin que la paix ne soit pas davantage menacée dans le monde. Par ailleurs, et je subodore que vous devez avoir en sous-entendu une préoccupation concernant éventuellement nos compatriotes qui vivent dans cette région, que ce soit la Russie, que ce soit l'Ukraine. Et bien évidemment, je vous dirais que le gouvernement de la République est attentif à la situation qui prévaut et particulièrement donc au sort des Béninois. C'est pour cela que le département, ici, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, a instruit l'ambassadeur du Bénin qui couvre la région à l'effet de prêter une attention particulière à la situation de nos compatriotes qui pourraient avoir besoin d'être assistés, d'être secourus pour se déplacer éventuellement. Dans tous les cas, le gouvernement est attentif au sort de nos compatriotes et fera tout son possible pour les préserver de quelques difficultés ou de quelques dommages graves qu'ils pourraient subir du fait de ce conflit et qui doit, encore une fois, cesser au plus tôt. Et en marge du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi, le porte-parole du gouvernement a apporté des explications sur les implications éventuelles de l'invasion russe en Ukraine. Beaucoup se demandent si ce conflit n'aura pas pour conséquence l'augmentation très prochaine du prix du carburant au Bénin. Voici à cet effet la réponse de Wilfrid Léandre Rungbeji. Chacun va observer malheureusement que les prix des produits pétroliers, donc le pétrole, l'essence, le gaz aussi, que ces prix vont connaître encore une augmentation, ici au Bénin comme ailleurs dans le monde. Et la situation qui prévaut, dont nous venons de parler, a déjà provoqué, chacun peut l'observer, une hausse des prix au plan mondial, le prix du gaz notamment, le prix des hydrocarbures, à telle enseigne même que certains grands pays producteurs qui ont pris l'habitude de maintenir les prix à un niveau accessible pour leur population depuis toujours, ont été confrontés à cette réalité
et donc ont été obligés d'ajuster leurs prix. Dans notre contexte, malgré les efforts du gouvernement pour soutenir les prix des hydrocarbures, donc les subventions, la hausse va se ressentir. Et elle aurait été encore plus importante si le gouvernement n'agissait pas pour atténuer en apportant une certaine subvention à ces prix-là, afin que les populations ne soient pas obligées de débourser beaucoup plus que ce qu'elles déboursent actuellement ou ce qu'elles vont débourser dans les prochaines heures pour avoir ces produits-là. C'est vous dire que, encore une fois, si on tient compte de cette situation des prix et de la situation qui prévaut entre la Russie et l'Ukraine, dont les impacts sur ce secteur ont commencé à se faire ressentir, le gouvernement du Bénin a particulièrement raison donc d'en appeler au plus tôt au retour à la paix. Parce que si rien n'est fait, si cette situation malheureuse se poursuit, les prix, il faut s'en convaincre, vont continuer à grimper. À moins que certains gros producteurs prennent des décisions conjoncturelles hardies pour compenser les faits. Mais cela n'est pas gagné d'avance et c'est pour ça qu'il faut en appeler au plus tôt à ce que les partis dialoguent, les partis se parlent et que l'ordre normal revienne. Dans un tout autre registre, nous allons parler de la lutte contre la traite des personnes et qui était au cœur de l'atelier lancé par le ministère d'État chargé du plan et de la coordination de l'action gouvernementale. Il s'agit pour les parties prenantes d'élaborer un plan d'action de mise en œuvre des recommandations du diagnostic de la chaîne pénale adressé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Clément Tchadé pour plus de précisions. La question de lutte contre la traite des personnes au cœur de cet atelier qui réunit les acteurs en charge de la sécurité et des droits de l'homme. Vu l'état des lieux peu reluisants de la situation dans les pays du Golfe de Guinée, ils se sont mobilisés pour réfléchir sur les actions efficaces devant contrer ce mal qui entrave les droits de l'homme. L'atelier consiste donc à proposer un plan d'action qui servira une feuille de route afin de mieux mener la farouche lutte contre la traite des personnes au Bénin. Une suite à la série d'actions menées par la Direction générale des évaluations et de l'observation du changement social. Il s'agira pour nous d'élaborer de commun accord avec le ministère de l'Intérieur un plan d'action de mise en œuvre des recommandations du diagnostic de la chaîne pénale sous l'angle de la traite des personnes. C'est également l'occasion pour nous de remercier l'Union européenne et la France pour leur appui technique et financier, de même que Expertise France. En effet, la lutte contre la traite des êtres humains ne saurait se passer d'une chaîne pénale opérationnelle de bout en bout. Ainsi, de la détection des cas de traite aux investigations et aux poursuites pénales engagées jusqu'au jugement rendu, l'ensemble des maillons de cette chaîne doivent pouvoir répondre sans faille aucune à cet objectif de lutte qui nous réunit tous aujourd'hui. L'atelier de ce mardi est la première étape des recommandations issues du diagnostic dont le but est de proposer un plan d'action conséquent. Le représentant du ministre d'État Abdoulaye Biotchane invite les acteurs à une concentration accrue pour un document pertinent. Qu'il me soit permis de remercier de façon particulière la délégation de l'agence Expertise France qui, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans 6 pays du Golfe de Guinée, est à nos côtés depuis la semaine dernière pour la tenue effective de ces différents ateliers. Je voudrais pouvoir compter sur votre entière disponibilité et votre professionnalisme pour l'élaboration d'un plan d'action compréhensible, exploitable par les structures compétentes pour une mise en œuvre diligente et conséquente afin de mieux combattre ce fléau qu'est la traite des personnes. Le principal résultat attendu de cet atelier est l'appropriation par les acteurs des rapports du diagnostic de la chaîne pénale adressée aux autorités publiques. Pour rappel, la traite des êtres humains constitue l'une des plus graves violations des droits de l'homme, mais aussi de la dignité humaine. La France, à travers son expertise et le financement de l'Union européenne, s'engage aux côtés du Bénin pour une lutte efficiente contre la traite humaine.
Une note de spiritualité dans ce journal. Les chrétiens catholiques de Nati Tengu, à l'instar de ceux du monde entier, entament à partir de ce mercredi 40 jours de carême. À la cathédrale Saint-Sauveur et sur la paroisse Sainte-Bernadette de Nati Tengu, les fidèles sont allés assister à la messe du mercredi des Cendres qui leur permet de mieux entrer dans ce temps de prière, de jeûne et d'aumône. Voici le reportage de Régis Hippolyte à Gossou. Cathédrale Saint-Sauveur de Nati Tengu ce mercredi 2 mars 2022. Il est 6h30 et les fidèles, tel un dimanche, ont pris d'assaut ces lieux pour la célébration du mercredi des Cendres. Le mercredi des Cendres, c'est le jour qui marque le début du carême chez nous. Le carême des chrétiens qui dure 40 jours à partir de ce mercredi, donc des Cendres. La Cendre, c'est un signe de pénitence. La Cendre nous rappelle notre fragilité, que nous sommes poussière et que nous avons ce retour-là pressant. C'est donc parti pour 40 jours de jeûne dans l'église catholique du monde entier. Et ce fidèle de la paroisse Sainte-Bernadette de Nati Tengu a déjà pris des résolutions. Pendant ce temps, carrément, personnellement, je pense mettre l'accent sur la réconciliation avec le Seigneur, parce que sans cette réconciliation avec le Seigneur, la profondeur d'âme et la relation avec le Seigneur ne peut pas mieux se rapprocher. Et je pense aussi mettre l'accent sur la charité, parce que la charité est très importante. Et comme c'est écrit dans le livre de Tobie, c'est grâce à la charité de Tobie que le Seigneur lui a envoyé la canne pour pouvoir le sauver. Donc pour moi, la charité est importante pour tout chrétien. Ensuite, dans le carême, c'est pour cela que je voudrais mettre l'accent aussi sur la charité. 40 jours en effet, hormis les dimanches, où les fidèles doivent résolument pratiquer le jeûne, la prière et l'aumône. La prière, l'aumône et le jeûne. Voilà les trois piliers pour nous permettre de respecter Dieu, de respecter notre corps ici et de respecter les autres pour que notre démarche spirituelle soit une démarche fructueuse envers Dieu et envers le prochain et envers soi-même. À partir de ce mercredi des Cendres, les fidèles seront appelés à vivre le chemin de croix chaque vendredi, un acte qui rappelle à chaque chrétien la souffrance de Jésus et ainsi le prépare à bénéficier des grâces de sa résurrection à Pâques. Le chemin de croix à l'intérieur de carême signifie faire la même démarche que Jésus. Donc ce que Jésus a senti dans son corps, nous voulons aussi sentir cela. Parce qu'il est passé par là. Si nous passons par là, et même si nous tombons, parce qu'il est tombé 3 fois sur ce chemin-là, ça veut dire que c'est très dur. Donc notre corps va sentir l'effort et c'est au bout de cet effort que Dieu peut nous regarder avec indulgence et nous donner sa miséricorde. Le prélat, évêque du diocèse de Nati Tengu, invite alors les fidèles à vivre ce temps de pénitence avec foi. De la spiritualité à l'armée, parlons des 7337 candidats qui sont allés à l'assaut du concours de recrutement militaire. Les épreuves sportives ont été lancées ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. C'est le département du littoral qui a abrité la cérémonie officielle présidée par le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, Alain Fortuné Nouati. Voici le compte rendu de Narcisse Alossé. Troisième recrutement militaire de l'ère de la rupture et un engouement peu commun. L'année dernière, nous avons eu 6 400 et quelques candidats. Cette année, nous avons 7 337 candidats sur toute l'étendue du territoire béninois. 7 337 candidats avec un quota de 10,32% de femmes qui nourrissent cette année l'ambition de se faire enrôler sous le drapeau. Et tout comme ceux des 11 autres départements du pays, les candidats du littoral goûtent ici à la phase sportive. C'est une phase basée sur la performance. Si vous arrivez à faire le délai requis, c'est-à-dire 6 km pour les hommes
et 4 km pour les femmes. Dans un chrono de 28 minutes, vous êtes admissible à la phase écrite. 28 minutes donc pour convaincre physiquement. Seulement, le trajet a été éprouvant pour certains. Les plus endurants ont su braver tous les obstacles avec courage et détermination. Dans l'épreuve masculine, Sartuné Azonvide, un bachelier de 24 ans et potentiel abonné à ce concours, a franchi le premier la ligne d'arrivée. Non, troisième fois. Et pour la première fois, j'étais 14e. Et pour la deuxième fois, j'étais premier. Et pour la troisième fois encore, je suis encore le premier. Toujours admissible donc à la phase sportive, mais recalé tout le temps à l'écrit. Sur le tableau féminin, celle qui est arrivée première est aussi une bachelière âgée de 22 ans. Seulement, elle dit ne pas connaître sa filière de formation à l'université. Tu es dans quelle filière? Tu es à quelle université? N'empêche, elle s'offre le sésame pour la phase suivante de ce concours. Ce sera celle concernant le contrôle des diplômes académiques. Ici, il faut avoir minimum le BEPC pour avoir accès à la phase écrite. Les concours depuis la 3e session sont toujours transparents et tout est fait sur informatique. Jusqu'à la seconde même où la feuille de résultat va sortir, personne ne sait qui est derrière ce numéro-là. Tout est géré de façon électronique et informatique. 900 lauréats sont attendus sur l'ensemble du territoire national à l'issue des différentes phases de ce concours. Ces derniers seront soumis à l'épreuve de contrôle de santé et 757 seront retenus pour leur formation de base à Bembereke. Et pendant ce temps, le ministère de l'Énergie et tout le protocole lancent officiellement le budget gestion de l'année 2022. C'est la première réunion de la nouvelle année au cours de laquelle ils font le point du plan de travail de l'année écoulée. Ce 1er mars, ils parlent de performances, des difficultés, mais aussi des échecs rencontrés. Et ils sont prêts pour améliorer les performances du secteur. Reportage. Le ministère de l'Énergie lance son budget exercice 2022 et passe en revue le plan de travail de l'an dernier. L'année budgétaire 2021, bien que particulière, a permis à notre ministère, au 31 septembre 2021, d'exécuter l'ensemble de ses activités programmées à 44,40%, ayant induit une consommation de 40,92% des ressources mises à notre disposition. Cet effort de réalisation nous a permis d'engranger, entre autres, les résultats ci-après 51 289 opérations de pause avec 350 emplois électriciens diplômés créés. Plusieurs projets ont été achevés à la fin de 2021. 4 villes, dont Cotonou et Porto Novo, ont bénéficié de 8000 ampoules économiques. Sur la liste non exhaustive des réalisations figure aussi la réfection du réseau électrique du centre de santé de Maria Gleta. Tout ceci n'a pu être sans difficulté. De quoi galvaniser l'ensemble des acteurs du ministère pour les nouveaux enjeux de 2022. Et je ne voudrais pas que ce soit des difficultés exprimées simplement sans lendemain de résolution. N'oublions jamais que nous sommes à la tête d'un secteur éminemment stratégique, même si il est éminemment également capitalistique. N'oublions jamais que c'est le socle du développement socio-économique de tout pays. Au terme de cette gestion budgétaire qui s'annonce, il est attendu de nous la mise en œuvre avec succès de la réalisation des nombreux projets. Je voudrais compter donc sur votre disponibilité à faire progresser les réformes et à la mise en œuvre des projets dont nous avons la charge pour instituer plus que jamais un système énergétique largement autonome, compétitif et assurer une fourniture d'électricité, je dirais, dans un système viable et fiable. 8 directeurs de structure et 5 directeurs départementaux
reçoivent des lettres de mission des mains de l'autorité de tutelle. Le compte à rebours est ainsi lancé pour l'atteinte de plus grands résultats. Parlons à présent de la caravane de sensibilisation des producteurs et acteurs du secteur agricole sur les mécanismes d'acquisition et d'utilisation des matériels subventionnés à 50% par le gouvernement. L'activité est organisée par la Société nationale de mécanisation agricole Sonama. Elle a démarré le 23 février dernier. L'étape du zoo a réuni les producteurs autour des organisateurs ce lundi. La séance a eu lieu à Abomey. Mettez-le pour plus de précision. La caravane a démarré depuis le 23 février. Dans chaque ville sillonnée, les organisateurs présentent aux producteurs et autres acteurs du secteur agricole de nouvelles propositions qui leur sont faites par le gouvernement. Les opportunités portent essentiellement sur l'acquisition de machines agricoles mises à la disposition de ces derniers à des prix subventionnés. Nous avons des tracteurs de 60 chevaux, 35 chevaux, 20 chevaux et aussi des motoculteurs de 11 chevaux vapeur. Et ces tracteurs sont accompagnés d'équipements attelés. Et en dehors du kit, vous pouvez aussi acquérir d'autres équipements en optionnel. L'activité est faite de démonstrations, de causeries, mais également de projections. L'occasion est également saisie par les agents de la Société nationale de mécanisation agricole, Sonama, pour expliquer aux invités la procédure d'acquisition ainsi que les modalités de paiement. Pour acquérir ces matériels, il suffit d'être un Béninois, exploitant agricole et de venir à la Sonama avec la preuve de citoyenneté. Mais si vous n'avez pas les moyens de payer tout de suite ce que le gouvernement a déjà subventionné, c'est-à-dire la moitié du coût réel, on vous demande un effort personnel qui consiste à rassembler vous-même la moitié de la part acquéreur. Et quand vous avez cette moitié-là, on vous accompagne maintenant en direction d'une institution de microfinance ou une banque pour faire un prêt à un coût très réduit sur une période de 2 ans avec un différé d'1 an. Les coûts d'achat des tracteurs après la subvention du gouvernement varient entre 9 900 000 et 5 900 000 francs CFA. Les kits, quant à eux, sont évalués à 2 100 000 francs CFA. La politique du gouvernement s'inscrit dans la droite ligne de la mécanisation agricole, toute chose qui va permettre de faciliter le travail aux agriculteurs et surtout améliorer les rendements. En plus des tracteurs géolocalisables, les offres prennent également en compte des agroéquipementiers, les services de recherche et de développement. Un service après-vente est aussi installé afin d'aider les agriculteurs à utiliser efficacement les matériels acquis. Vraiment, on sent que l'État veut aider les producteurs effectivement. Les machines qui dépassent les filières, l'Union communale des producteurs peut s'engager, prendre ça pour pouvoir aider les petits producteurs. Et la maintenance de ces machines sont garanties. Si la machine est en train d'être utilisée et ça ne respecte pas les normes, il y a des méthodes pour t'avertir, t'informer sur les bons usages de ces machines. À la suite de l'étape du zoo, la caravane de sensibilisation des producteurs et acteurs du secteur agricole sur les mécanismes d'acquisition et d'utilisation des matériels agricoles subventionnés à 50% par le gouvernement va se poursuivre. Les caravaniers seront prochainement à Dassa, Savé puis Parakou. Avant de redescendre et continuer l'exercice dans le sud, ils vont d'abord parcourir plusieurs localités du septentrion. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.